je vous propose de reprendre cette matinée avec un peu de retard. Donc on a commencé avec un peu de retard, finir avec un peu de retard, mais pour des interventions tout aussi intéressantes. On a 3 interventions dans cette partie consacrée aux apports de la blockchain pour la cybersécurité et la cyberdéfense. 3 intervenants, et nous allons commencer par Nathalie Devilliers. Donc vous avez un certain nombre de choses qui sont marquées ici. Donc Nathalie est docteur en droit, elle est experte en droit de l'intelligence artificielle pour la Commission européenne, chercheuse associée à la Fondation pour la recherche stratégique, donc professeur associé en droit numérique depuis plus de 10 ans, auteur de 2 livres, une vingtaine d'articles sur la protection des données, la blockchain, la cybersécurité. Elle est aussi auditrice de la session nationale majeure souveraineté numérique et cybersécurité. Ce n'est pas la seule autour de la table, on est 3 autour de la table. Voilà. Globalement, elle a plus d'une corde à son arc. Et puis, elle est aussi donc organisatrice de ce colloque. Voilà, Nathalie, je vous passe la parole et donc je vous serviteur pour les diapositives. Merci beaucoup. Ça y est, on va démarrer. Oui, alors on a bien compris les différentes ipséités de la blockchain et on comprend tout à fait pourquoi cette technologie dite émergente ou de rupture, c'est l'expression qui est employée par la Commission européenne et l'OTAN pour la désigner, est d'importance dans notre domaine. On a compris ses impacts imminents sur les citoyens, imperceptibles et majeurs. Imperceptibles, pourquoi? Parce qu'ils vont se cacher derrière du Web 2, une application mobile, mais majeure parce qu'elle s'infiltre dans tous les aspects de la vie. Alors, si vous le voulez bien aujourd'hui, avec cette présentation, on va essayer de se demander comment la capacité des forces armées à l'emporter dans un environnement hautement contesté, qui est de plus en plus dicté par une aptitude à défendre des systèmes d'information, pourrait être mise à mal, notamment par 2 éléments qui semblent flagrants. En réalité, c'est la compromission de l'information et sa manipulation. Donc on passera par 4 étapes. D'abord, je vais expliciter, bien que ce soit quand même assez clair, comment la blockchain peut renforcer la défense et la cyberdéfense. Ensuite, j'exposerai de manière assez brève, mais surtout pour faire une comparaison avec l'intelligence artificielle, comment le cadre juridique est en réalité propice à l'expansion des blockchains. Et puis, en hommage à ma qualité d'auditrice, je vous proposerai un scénario prospectif que j'ai intitulé Chain Crash 2040, pour aboutir à des recommandations stratégiques, puisque j'ai bien conscience d'avoir affaire à des auditeurs de qualité qui pourraient ramener quelques idées, quelques germes de réflexion dans leurs organisations. Alors oui, on a toutes les ipséités de la blockchain que vous voyez, qu'on a commencé à bien comprendre. Moi, ce que je comprends surtout, c'est qu'en réalité, si on souhaite mettre en avant un de ces aspects, ou plusieurs de ces aspects, en réalité, certains d'autres aspects de la blockchain pourraient jouer contre nous. Par exemple, l'ouverture, la flexibilité, les coûts de transaction, l'impact sur l'environnement, par exemple, a été questionné. Quand on souhaite des transitions numériques durables, il faudrait quand même qu'on ait tous les mêmes informations sur l'impact sur l'environnement, par exemple. Donc, bien sûr, la technologie, elle est neutre. Elle va être finalement la prolongation de celui qui l'utilise, qui l'a dans sa main. Il ne s'agit pas d'une solution miracle. Et donc, on l'utilisera en mettant de côté la naïveté ou le rapport technophile qu'on pourrait avoir par ailleurs. Alors, cette technologie numérique transforme tout dans la défense, les armes, les tactiques et les stratégies militaires, pourquoi pas. Des cas d'usage qui sont connus
liées à la cybersécurité portent sur la sécurisation des communications militaires, que préserver l'intégrité des messages, empêcher leur interception, l'authentification des documents, par exemple d'un ordre de mission, la résilience et la sécurité des réseaux. On a un nombre très important d'acteurs, ça nous a été rappelé ce matin, notamment par le colonel Duvinage, avec des acteurs qui vont se situer principalement aux États-Unis, en Chine, sachant que tous les deux utilisent Malte pour localiser des sociétés qu'ils contrôlent à 100% et s'immiscer dans l'espace européen, y compris, et c'est une casquette que j'ai aussi, évaluatrice pour la commission de proposition de financement, voit arriver des sociétés qui sont 100% financées, contrôlées par des sociétés américaines et qui se positionnent à Malte pour utiliser des financements européens et finalement nous protéger. C'est quand même assez étrange. Bref, fin de la parenthèse. On peut aussi utiliser la blockchain à des fins d'optimisation en termes de gestion des scénarios qui sont également très connus, notamment Mathieu Hugues nous en parlera sur la chaîne d'approvisionnement. L'identité numérique, je ne reviens pas dessus, hein, on a parlé d'identité numérique, d'identité pivot, de digital identity, d'identité auto-souveraine. Ça fait quand même beaucoup de vocables pour une seule mission finalement de la blockchain, authentifier, identifier un usager et donc faire en sorte qu'il puisse accéder à certaines ressources sensibles en fonction des attributs de son profil. Et donc, vous voyez, c'est aussi sur la chaîne d'approvisionnement, le cycle de vie des produits. La blockchain semble tout indiquer pour maintenir la sécurité des dispositifs, piloter leur maintenance et limiter la contrefaçon et les risques de fraude sur ces éléments. Donc, les éléments de traçabilité et de transparence de la blockchain sont particulièrement appréciés dans ce contexte. Néanmoins, l'informatique quantique semble remettre en cause les caractéristiques de la blockchain. C'est par ailleurs, bien sûr, la recherche travaille déjà sur la mise en place de technologies blockchain qui soient résistantes au quantique. Mais il ne s'agit pas finalement d'imaginer que la blockchain va tout résoudre. Elle est en permanence questionnée par les avancées de la science dont elle émane. Donc la blockchain a révolutionné les affaires militaires. Elle est un moyen de les sécuriser, de renforcer leur efficacité. Elle serait une révolution si elle pouvait mener à des avancées, des nouveautés qui lui sont propres et si elle était mise en œuvre à tous les secteurs de la défense. Déjà indiqué que certaines législations sont particulièrement réceptives au mécanisme des blockchains, avec des États qui ont été cités, ce qui donc contraste largement avec le propos tenu tout à l'heure par Christian Bie, qui nous a rappelé quand même que la législation sur l'intelligence artificielle fait l'objet d'âpres débats. Au contraire, on a un peu l'impression qu'ici, du côté de la blockchain, on peut se battre pour accueillir des sites de blockchain jusqu'à Hong Kong, avec une décision du tribunal de première instance de l'année dernière qui reconnaît que les crypto-monnaies peuvent faire l'objet d'un droit de propriété. Du côté de l'Union européenne, ici en haut, en 2017, le Parlement européen, lui, a directement identifié la blockchain comme étant un vecteur en matière de politique commerciale, donc de politique extérieure. Et puis, donc parallèlement, il n'y a pas vraiment de chronologie dans la deuxième partie de la frise. Il y a en bas le fait que finalement la blockchain est à la fois objet du droit, même si elle n'est pas désignée en tant que telle avec le RGPD, bien sûr, qui est technologiquement neutre, objet du droit aussi avec le règlement MICA, mais aussi objet du droit par différents wagons du train législatif européen qui n'en finit pas de quitter la gare, de traverser le processus législatif et d'arriver à destination, avec par exemple le Data Act, qui sera applicable en septembre 2025, l'article 36, sur les contrats intelligents qui impose aux fournisseurs de ces contrats certaines obligations, par exemple. Et puis on pourrait ajouter
la blockchain en tant qu'outil de conformité au regard de la traçabilité, des exigences, en tout cas de traçabilité, qui résultent du droit européen avec multiples régimes de traçabilité dans l'Union européenne, la directive sur le devoir de diligence en matière de durabilité des entreprises qui a été adoptée le 24 avril, un règlement sur la déforestation aussi par exemple, et un règlement sur les matériaux critiques qui nous intéressent en particulier au regard de l'autonomie stratégique qui a été approuvé par le Conseil en mars cette année. Effectivement, on est à la fois objet du droit et vecteur de son application. Tout en haut de ce schéma, on retrouve l'infrastructure européenne de services de chaîne de blocs, l'EPSI, qui permet à des entreprises françaises, donc Amadeus, Archipel, aussi le GU Infogreffe, Worldline France, de se positionner en tant que nœud dans l'Union européenne. C'est une initiative qui est financée par la Commission et qui permet d'utiliser le mode bac à sable, c'est-à-dire testons la blockchain dans un environnement contrôlé et de générer des wallets dans n'importe quel domaine. Ce qui fait que si on devait aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, accumuler ces différents volets, on pourrait imaginer, et on va ajouter d'ailleurs le phénomène de la DAO dans ce scénario. Imaginons. Un instant, cette crise remonte à 2027, lors des élections présidentielles françaises, où le vote électronique est devenu obligatoire avec la victoire du candidat de la France rassemblée. La blockchain s'est imperceptiblement immiscée dans le quotidien pour les actions de la vie courante, faire un achat, trouver une formation, un emploi, un prêt, et l'insuffisance des talents. Là, on n'est pas dans la fiction, on est dans la réalité. Maîtrisant la cybersécurité appliquée à la blockchain mène toutefois ses utilisateurs à leur perte. Quoi de mieux qu'un registre décentralisé et perpétuellement mis à jour pour mener des actions de renseignement d'ordre militaire ou économique. Les États membres de l'Union européenne sont mis en concurrence dans les différents guichets de financement. Fonds européen de défense, Fonds européen d'investissement, Horizon Europe, ce qui a généré une prolifération des blockchains. Pour faire face à la recrudescence des cyberattaques privant des millions de personnes de l'accès à leurs actifs, certains États utilisent la blockchain pour surveiller l'accès au web, détériorant ainsi la vie privée de chacun à des fins de cybersécurité. En réaction, les communautés numériques présentes sur les plateformes et médias sociaux se sont emparées de la blockchain en créant les DAO. Les DAO, ces organisations autonomes, décentralisées, dont les règles de gouvernance sont automatisées, immuables et transparentes. Enfin, une vraie démocratie horizontale, plutôt que de déléguer le pouvoir de décision à des représentants politiques. Pour se rendre populaires, d'ailleurs, les DAO se projettent dans les métavers, environnements virtuels, immersifs, basés sur des technologies haptiques, issues des jeux vidéo. Ces DAO mènent des campagnes libertaires et organisent des élections en parallèle qui gagnent du terrain. Enfin, profitant du faible dynamisme du droit international spatial, l'espace est devenu la principale priorité des investissements privés, créant une nouvelle dépendance des États quant aux infrastructures spatiales et terrestres, puisque tout y est tokenisé. Automatiquement, doit nous inviter à réfléchir à comment finalement prendre la mesure de cette blockchain qui s'intègre partout et qui pourrait avoir des conséquences aussi catastrophiques. Pensons à intégrer en première proposition l'impact de la blockchain dans des réflexions sur l'intelligence économique en tant qu'outil de reconquête de notre souveraineté, qui est une dimension importante. Bien sûr, examiner l'interaction entre la blockchain et les manipulations de l'information, son impact sur le public et les forces armées. Ensuite, bien sûr, cette liste n'est pas limitative. Ce sont les premières idées qui me viennent aussi en tant que juriste habitué des sphères européennes et internationales, accroître l'influence
de l'Union européenne dans les sphères internationales de normalisation, c'est-à-dire l'ISO et l'Union internationale des télécommunications. Et puis, actualiser un droit international de l'espace pour favoriser une gouvernance globale et contrecarrer la privatisation, la militarisation de l'espace. Cette politique spatiale, d'ailleurs, est reconnue au niveau de l'OTAN, qui voit un milieu d'opération avec la création d'un nouveau centre spatial depuis 2020 en Allemagne, domaine qui est également intégré au concept stratégique de l'OTAN, qui reconnaît le rôle vital de l'espace pour la posture de dissuasion et de défense. Cette brève communication, vous pourrez la retrouver dans son intégralité. Elle a été publiée au début de l'année sur le site de la FRS. Et je reste naturellement à votre disposition pour vos questions durant toute cette matinée. Je vous remercie. Est-ce que l'on a une ou deux questions avant de passer à l'intervenant suivant? Non, pas pour le moment. Écoutez, peut-être tout à l'heure. Alors, merci beaucoup, Nathalie. Alors, maintenant, Rémi Oscan, qui est président de la Fédération française des professionnels de la blockchain et aussi directeur général de Crypto4All depuis 2015, une société d'ingénierie et de conseil. Il est aussi formateur en université, en école en business school en France et au Royaume-Uni. Il participe aussi à un projet européen sur les compétences, financé dans le cadre d'Erasmus+, et il partage son expertise avec le Parlement et différentes instances européennes, et aussi l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. Voilà, je passe la parole à... voilà, on a quand même les coordonnées de Nathalie qui sont à l'écran. Voilà, et je passe la parole à Rémi Oscan. Bonjour, merci beaucoup. C'est vraiment un moment très particulier pour moi d'être présent ici, puisque l'organisation d'un tel événement est révélateur d'une prise de conscience généralisée sur l'importance que va représenter la technologie blockchain, notamment en matière de souveraineté numérique, mais aussi de souveraineté monétaire. La Fédération française des professionnels de la blockchain a été instituée avec le soutien du secrétariat d'État au numérique sous le gouvernement Macron 1, à l'initiative d'acteurs privés, mais également à l'initiative du député de La République En Marche, Jean-Michel Miss, la création d'une fédération professionnelle sous l'impulsion d'acteurs privés et publics est véritablement inédit en Europe. Ça n'est jamais arrivé. C'est pour vous dire la dimension que représente cette fédération. Parmi les membres de cette fédération, on compte des grands groupes, dont notamment l'un de vos mécènes, à savoir EDF, qui dispose d'une filiale spécialisée dans ce domaine, qui propose de la blockchain as a service, mais également dans le domaine du quantique. Nous avons également la société Tilcal qui est présente ici, qui fait partie des membres de la fédération. C'est une fédération qui est à votre disposition pour vous aider à monter en compétence sur les usages de cette technologie, mais également en respectant l'approche sectorielle. Ma présence ici aujourd'hui a vocation à vous sensibiliser sur l'importance de cette technologie en matière de cybersécurité. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, elle a été bien trop sous-estimée, tant par les acteurs de la cybersécurité que les acteurs qui développent ces technologies. Au cours des précédentes années, il y a eu de nombreuses initiatives exploratoires dans le domaine, dont je vais vous restituer certaines qui existent. On a évoqué la première génération de blockchain, à savoir Bitcoin. Qu'on aime ou pas Bitcoin, ce n'est pas la question. Cette technologie a profondément bousculé la façon dont on va échanger de l'information et ou de la valeur, et comment on protège cette valeur et comment on protège cette information. Et existe-t-il un mariage souhaitable entre la cybersécurité et la technologie blockchain? Alors nous avons cette première génération de blockchain, donc les blockchains 1.0 qui sont arrivés avec la blockchain Bitcoin, qui a démontré la capacité à transférer un actif d'un point A à un point B sans passer par des intermédiaires bien spécifiques. Des blockchains de deuxième génération qui ont apporté de nouvelles innovations, notamment en matière de smart contracts que vous avez évoqué tout à l'heure, qui sont des programmes auto-exécutants qui permettent d'automatiser un certain nombre de processus, mais aussi de se diriger vers ce qu'on appelle la tokenisation des actifs
financiers ou non financiers. La troisième génération des protocoles blockchain qui sont arrivés à l'image de Cardano, Polkadot ou Polygon, qui sont venus améliorer les précédentes générations en apportant une meilleure maîtrise des frais de transaction, en améliorant les capacités en matière de volumétrie de ce que peut réaliser une blockchain. Et on arrive vers ce qu'on appelle les blockchains de quatrième génération qui, elles, devront être résistantes au quantique. Vous savez, l'ordinateur quantique, notamment avec l'algorithme Shor-40, permet de pouvoir casser la cryptographie asymétrique de type SHA-256 qui est au cœur de la technologie blockchain. Donc vous en doutez bien que si la Banque Centrale Européenne qui prévoit de mettre sur le marché en 2027 une version digitale de notre euro qui repose sur l'usage de la technologie blockchain, devra inévitablement anticiper cette réalité. Alors aujourd'hui, concrètement, quels sont les bénéfices de la technologie blockchain en matière de cybersécurité? Son premier bénéfice est de pouvoir constituer une arme assez significative pour lutter contre les attaques de type DDoS qui viseraient à surcharger de requêtes une base de données centralisée compte tenu de sa possibilité de créer des points d'entrée distribués et décentralisés qui permettraient de réduire la prédominance de ce type d'attaque. En voici un premier bénéfice. Le deuxième, je pense que vous l'avez compris, en matière de cryptographie, la capacité à pouvoir garantir l'intégrité d'un message, la capacité à pouvoir garantir que le destinataire de ce message est le seul à pouvoir déchiffrer le message en question et s'assurer justement du suivi de ce message. Donc ça, c'est en matière d'application. On peut envisager des applications dans le domaine de la messagerie privée, dans le domaine de la communication par email et toutes les communications qui seraient sensibles d'un point de vue militaire, mais aussi civil. Ce qui est assez intéressant aussi de mettre en évidence, c'est que ce mariage est souhaitable. Comment est-ce qu'on peut considérer qu'il est souhaitable? Alors, quel est l'avis des acteurs de la cybersécurité en la matière? PricewaterhouseCoopers a publié en 2020 une étude qui mettait en évidence le fait que les acteurs de la cybersécurité, en l'occurrence qui ont été interrogés, les grands patrons des sociétés de cybersécurité américaines, les DSI, les RSSI, mais également les dirigeants d'entreprise, qui pour 45% d'entre eux ont compris l'importance que pourrait représenter la technologie blockchain en matière de cybersécurité. Donc il y a une prise de conscience qui se fait progressive sur ces technologies de plus en plus. L'arrivée justement des blockchains de quatrième génération qui sont en cours de constitution et dont on a prévu les premières livraisons d'ici 2026 offriront une nouvelle possibilité aux acteurs qui souhaitent utiliser ce type de technologie. L'importance que peut revêtir ce mariage, justement, c'est tout simplement pour protéger ce qu'on appelle notre souveraineté. Cette souveraineté, comme l'expliquait Jean Bodin, son expression est, la souveraineté est l'expression de la puissance d'une nation. Cette souveraineté a été définie par les différents traités de Westphalie au XVIIe siècle qui ont finalement mis en évidence trois émanations de notre souveraineté. La souveraineté dite intérieure, la souveraineté dite extérieure et désormais la souveraineté qui, elle, va s'exprimer dans des nouveaux espaces. Des espaces terrestres, maritimes, aériens et désormais dans l'espace numérique. Donc quelle est la capacité de notre pays à légiférer? Quelle est la capacité de notre pays à protéger ces différents espaces? Et je pense que vous le savez, l'espace numérique est devenu la zone d'influence du XXIe siècle. On ne peut pas ignorer cette réalité, elle est bien avec nous. Quels outils disposons-nous pour protéger justement cette souveraineté numérique? On a évoqué tout à l'heure l'arrivée d'une identité digitale qui est non seulement souhaitable, mais aussi nécessaire pour la transition de notre économie et de notre société vers une société beaucoup plus digitalisée et beaucoup plus efficace en matière économique, mais une capacité aussi à protéger notre souveraineté monétaire. Je pense que vous l'avez identifié au cours des précédents mois. La Chine et les États-Unis ont parfaitement compris l'intérêt que peut représenter la technologie blockchain en matière de géopolitique. C'est aujourd'hui l'une des questions qui est plus sous-évaluée ici au sein de l'Union européenne. Comme en témoigne une première initiative du gouvernement chinois avec la création du Digital Yuan, qui combinée à l'arrivée des nouvelles routes de la soie, qu'elles soient terrestres, maritimes, qui permettent de pouvoir faciliter et accélérer le temps de livraison des marchandises entre les différents continents de notre planète, aujourd'hui
si vous souhaitez les utiliser, les emprunter, tout simplement, il y a une seule obligation. Quelle est-elle à votre avis? Vous devez payer en digital yuan. Donc, à quoi bon changer de maître en matière monétaire? Existerait-il une opportunité en matière de commerce international de pouvoir ériger une monnaie qui serait beaucoup plus efficiente et beaucoup plus indépendante de la monnaie aujourd'hui, qui est la monnaie du commerce international, à savoir le dollar, dont nous avons déjà connu les différents déboires, avec la volonté des États-Unis toujours plus grande d'avoir une approche extraterritoriale liée à l'usage de ce dollar. L'autre réalité est que c'est une technologie qui est open source. Ça signifie que chacun et chacune d'entre vous, ça signifie que chacun des États du monde, chacune des grandes entreprises du monde, peut se saisir de cette technologie pour des utilisations dans le domaine monétaire. L'illustration de la tentative du groupe Facebook, désormais appelé Meta, avec son projet Libra en 2019, a mis en évidence cette réalité. Oui, il est tout à fait possible de créer un système monétaire totalement indépendant des États. La question est de savoir, devons-nous, en tant que nation, favoriser, limiter ces innovations? Donc la question, c'est tout simplement de faire preuve de pragmatisme. Voilà pourquoi la Banque Centrale Européenne l'a parfaitement comprise. Vous ne pouvez pas empêcher l'innovation. Elle est à disposition d'un certain nombre de personnes. La différence avec Internet, c'est que vous n'êtes pas aujourd'hui sur une technologie qui peut faire l'objet d'une appropriation unique. Elle est à disposition de toutes et tous. Donc il y a une véritable course vers l'indépendance et la protection de notre souveraineté. L'arrivée de l'euro digital en 2027 permettra bien sûr de pouvoir accélérer et donner des nouveaux moyens en matière de politique monétaire à la Banque Centrale Européenne, des nouveaux moyens pour elle de maîtriser la quantité de monnaie en circulation. Pour celles et ceux qui ont fait un peu d'économie monétaire, vous comprenez aujourd'hui toutes les limites des outils à la disposition de la Banque Centrale Européenne pour lutter notamment contre l'inflation. Extrêmement limitée, elle a des outils qui sont finalement des outils qui sont quasiment centenaires. L'arrivée de ces troisièmes formes monétaires aux côtés de la monnaie fiduciaire, à savoir les pièces de monnaie et les billets, la monnaie dite scripturale, va permettre de pouvoir offrir de nouvelles capacités pour la zone euro, de pouvoir être beaucoup plus attractive. Pourquoi? Je pense que vous le savez, pour celles et ceux qui sont partis faire un tour sur les marchés des crypto-monnaies, vous savez qu'elles fonctionnent tous les jours, 24 heures sur 24. Et ça, c'est rendu possible grâce justement au fonctionnement intrinsèque de la technologie blockchain. Qu'en est-il de l'arrivée de l'euro sur une plateforme de cette nature? Eh bien, elle permettrait de pouvoir échanger en quelques minutes, quelle que soit votre localisation géographique, de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, donc les flux monétaires. Et ça fait partie, si vous voulez, des critères d'attractivité d'une place financière. Et la place financière de Paris, je l'espère, pourra trouver ici un magnifique échappatoire. Ça pour vous dire quoi finalement? Que la cybersécurité, les acteurs de la cybersécurité peuvent également contribuer à l'amélioration de la résilience des infrastructures blockchain. Et je pense que c'est un pas nécessaire, que c'est un mariage qui est souhaitable et indispensable à la fois pour disposer d'infrastructures et de protocoles blockchain qui sont totalement souverains et indépendants, qui sont résistants à l'évolution justement des pratiques en matière de cryptographie, mais également au service des acteurs de la cybersécurité pour favoriser une amélioration de la protection de notre identité, de nos infrastructures en matière de systèmes d'information, mais aussi également de notre monnaie. Donc ce mariage finalement va devoir s'imposer à nous d'une façon ou d'une autre, et je pense que certains et certaines d'entre vous en ont pris la mesure et toute la conscience. J'en terminerai par mettre en évidence un point qui me semble extrêmement important et qui malheureusement contribue à affaiblir la puissance de notre écosystème, que ce soit au niveau de la cybersécurité, mais aussi de la technologie blockchain, c'est notre difficulté à pouvoir avoir une approche professionnalisante, mais également qui a vocation à pouvoir contribuer à un partage des savoir-faire. Je pense que ce partage de savoir-faire est indispensable au succès de cette industrie. Vous avez mentionné tout à l'heure l'importance des normes techniques internationales élaborées par l'ISO. En 2022, Thierry Breton dans le cadre de la stratégie européenne d'évolution de la normalisation, a mis en évidence un point extrêmement important qui malheureusement a été bien trop souvent passé sous silence. Les futures réglementations européennes
vont donner un cadre réglementaire qui va s'imposer aux entreprises et l'effectivité, la mise en œuvre, les précisions de ces obligations réglementaires vont reposer sur des normes techniques. C'est l'arrivée du droit et de la standardisation. Cette standardisation, pour reprendre un peu ce qui s'est passé, pour regarder un peu ce qui s'est passé dans le passé, les normes techniques internationales, notamment issues du protocole TCP/IP, sont essentiellement d'essence américaine. Qu'est-ce que cela a signifié pour notre économie? Résultat des courses, quand vous arrivez et que vous proposez une solution à destination d'un marché et que cette solution est déjà conforme, puisque la loi très souvent renvoie vers les normes techniques, by design, qu'est-ce que ça signifie? Que vous avez un temps d'avance sur le marché pour proposer vos produits ou vos services. Et voilà comment vous arrivez à prendre une avance significative sur les entreprises européennes. J'ai été très très rapidement sensibilisé à cette réalité, puisque depuis 2017, je contribue à la conception des normes techniques internationales avec justement la FNOR, qui fait partie des partenaires stratégiques de la fédération, qui contribue à alimenter les réflexions et les normes techniques internationales pour que nous ne soyons pas, encore une fois, un marché de consommateurs, mais un marché de vendeurs et d'entreprises qui créent de la valeur au sein de l'Union européenne. Donc il ne faut pas sous-estimer l'importance des normes techniques internationales. Elles vont prendre encore plus d'ampleur depuis la stratégie définie par le commissaire Breton en 2022. Donc la puissance de notre approche constitue à pouvoir travailler avec des acteurs spécialisés dans leur domaine pour leur faire bénéficier d'une expertise bien spécifique, qu'elle soit technologique, qu'elle soit réglementaire, qu'elle soit normative, mais également en matière d'intelligence économique. Ce que nous devons réaliser là, c'est tout simplement des bonnes pratiques en matière d'intelligence économique. Et à mon sens, c'est quelque chose qui devient indispensable, encore plus lorsque notre pays est imbriqué dans une zone aussi importante que l'Union européenne, avec une tentation toujours plus grande de transférer une partie de notre souveraineté à une échelle supranationale. Donc je pense qu'il est de la responsabilité de tout un chacun ici, j'en fais partie bien évidemment en tant qu'acteur de cette industrie, mais également en qualité de président de la FFPB. Donc c'est pour moi finalement une nécessité, une impérieuse nécessité de vous sensibiliser sur ces réalités en matière de géopolitique, en matière de cybersécurité, en matière de standards techniques internationaux. Et bien sûr, je reste à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions. Et j'en terminerai par un magnifique adage de Charles Darwin qui nous disait tout simplement que ce n'est pas l'espèce la plus intelligente, ni même la plus forte qui survivra, mais celle qui fera preuve de la plus grande capacité d'adaptation. J'espère que vous saurez vous adapter. Merci à vous. Merci beaucoup, Rémi. Je propose de passer à notre troisième et dernier intervenant ce matin, Mathieu Hugues, pour une communication intitulée « Du monde physique au monde cyber, enjeux et rôle des blockchains dans la maîtrise des chaînes d'approvisionnement ». Juste quelques éléments biographiques sur Mathieu Hugues, que j'ai sous les yeux, donc ingénieur central Supélec, et titulaire aussi d'un MSc ingénierie électrique au Georgia Institute of Technology, et qui a aussi commencé sa carrière comme attaché scientifique à l'ambassade de France, adjoint à l'ambassade de France à Pékin. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'en 2016 et en 2016, il a cofondé une plateforme cloud d'automatisation et ensuite qui a été ensuite intégrée au groupe Fujitsu. Et aujourd'hui, il est président et cofondateur de TICAL, plateforme logicielle pour la traçabilité et la transparence. Voilà. Il a aussi participé au rapport de 2018 France Stratégie sur la blockchain. Et il est aussi auditeur de la deuxième session nationale de l'IHEDN, majeure souveraineté numérique et cybersécurité. Et enfin, ce ne sera pas un enfin, je pense, mais il est aussi expert traçabilité auprès de l'OCDE et du Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et commerce électronique. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que Mathieu a beaucoup de choses à nous dire. Merci Jean. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'avoir l'opportunité de clôturer cette matinée riche. Et pour faire cette clôture, alors peut-être, oui, je vous dirai
Ouais. Ok, ouais. Pour faire cette clôture, j'ai effectivement essayé de faire redescendre des limbes du monde cyber et des réflexions légales pour vous parler en fait de la réalité physique du monde et de comment parfois le monde cyber et notamment la blockchain peut aider à reprendre contrôle ou prendre contrôle d'une partie de notre monde physique. Donc je vais vous parler essentiellement de chaînes d'approvisionnement en fait aujourd'hui. Ce faisant, je vais vous parler de durabilité, de travail forcé, de fraude, de contrefaçon. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi il y a un sujet qui traîne en fait depuis assez longtemps autour de la technologie blockchain, qui est un peu le deuxième pilier, hein, le premier pilier, le premier cas d'usage essentiel, ça a été tout ce qui était cryptoactifs, crypto-monnaie entre guillemets, depuis 2009, et puis vers 2014, 2015, un certain nombre de gens qui ont commencé à dire oui, mais ça va être formidable, on va aussi pouvoir utiliser blockchain pour la traçabilité des chaînes d'approvisionnement. Si vous êtes comme moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, mais en fait, de quoi on parle? Tracer les chaînes d'approvisionnement, mais il y a tellement trop de lois partout dans le monde, et puis surtout en Europe, on est submergé de lois. Donc la traçabilité, elle est assurée, tout le monde sait ce qui se passe. Et d'ailleurs, quand vous allez voir des industriels et que vous leur parlez de traçabilité, tout le monde dit, mais attendez, circuler, il n'y a rien à voir, ça fait des années qu'on trace tout. La réalité est légèrement différente, et je voudrais vous expliquer un peu ça. Quand on parle de supply chain, déjà pour se donner un ordre de grandeur, la chaîne d'approvisionnement, c'est l'ensemble de ce qui fait que des matières premières sont transformées en des produits que vous pouvez acheter. Donc ça couvre un large spectre d'activités, évidemment. Celui qui est le plus homogène et le plus facile à montrer, c'est tout ce qui est logistique. Donc c'est toute la partie finalement transport de la chaîne d'approvisionnement. Ça n'en est qu'un petit bout, mais néanmoins ce petit bout, ça représente 12% du PIB mondial. Donc ça donne déjà une idée quand même d'à quel point, quand on parle de chaîne d'approvisionnement, en fait on est en train de parler essentiellement du moteur du monde, et du moteur qui est vraiment sous le capot. Et dans votre voiture, vous regardez rarement ce qu'il y a sous le capot, c'est bien le sujet. C'est un monde où la sous-traitance est absolument monumentale. Si je prends que la logistique, quand vous passez une prestation logistique, vous êtes industriel pour transporter vos produits, il n'est pas, je dirais dire positivement, il est très courant qu'il y ait entre votre prestataire logistique et le gars qui amène son camion pour prendre vos marchandises, il est très courant qu'il y ait 3, 4, 5, 6 niveaux de sous-traitance. Un monde où il y a beaucoup de sous-traitance. Ça, évidemment, ça crée une difficulté à savoir concrètement qui est le gars qui amène son camion. Au-delà de ce rôle de moteur de l'économie, si on regarde de manière plus spécifiquement dans le monde cyber, la supply chain, c'est évidemment le pilier physique du cybermonde, si j'ose dire. C'est-à-dire que l'ensemble de ce que vous achetez sur Internet, sur des plateformes en ligne, sur des places de marché, évidemment, n'arrive chez vous que parce qu'il y a une supply chain qui est au cordeau et qui vous permet d'amener chez vous les différentes marchandises que vous commandez. Alors, ce qui est assez intéressant quand on le regarde sous cet angle-là, on peut changer de slide, c'est que les plateformes en ligne, c'est vraiment les acteurs qui savent absolument tout sur vous. Ils connaissent vos opinions politiques, ils connaissent l'état de votre famille, ils connaissent vos habitudes alimentaires, etc. Et pourtant, c'est assez étonnant, ces gens qui savent absolument tout sur vous, il y a un constat qui est assez clair, c'est qu'ils ne savent pas grand-chose des produits qu'ils vous vendent. Et ça, c'est un élément qui a été mis en évidence par la DGCCRF, la Direction de la répression des fraudes, en 2021, qui a fait une étude sur les 10 principales places de marché utilisées en France. Amazon, Cdiscount, Rakuten, etc. Wish, bien sûr. Et la DGCCRF a mis en évidence que 63% des produits vendus en ligne sur les activités de places de marché sont frauduleux. 28% sont dangereux pour la santé. On parle, par exemple, de guirlandes avec lesquelles vous pouvez vous électrocuter,
bijoux qui déclenchent des infections. Je redis ces chiffres parce qu'ils sont quand même assez surréalistes. 63%, 2/3 des produits en ligne sont frauduleux. 28%, plus d'un quart, sont dangereux. Encore une fois, on parle de gens qui maîtrisent totalement qui vous êtes. Cette réalité, elle n'est pas complètement neuve. On peut changer. Il y a eu un rapport de 2017 d'Europol. Europol publie régulièrement des rapports sur l'état de la contrefaçon et de la fraude en Europe. Dans son rapport de 2017, Europol expliquait que les places de marché en ligne sont des canaux de distribution clés pour les biens contrefaits, que ça constitue une source importante de revenus pour les groupes criminels mondiaux, et que tout ça posait des questions importantes de santé, de sécurité et évidemment des questions environnementales. 2017, encore une fois, on n'est pas tout à fait sur du nouveau. Si on regarde, voilà, merci. Si on essaie de prendre un peu de recul pour comprendre un peu ce qui se passe, le tableau que vous voyez derrière, c'est un tableau qui est extrait d'un rapport de l'Organisation des Nations Unies contre le crime organisé. Un rapport de 2016, je crois, où les Nations Unies liste l'ensemble des produits qui sont soumis à la contrefaçon dans le monde. Alors, on peut faire un jeu, le tableau est un peu petit, mais on fait le jeu, je suis assez tranquille. Vous pensez à n'importe quel produit, il est dans le tableau. Toutes industries confondues. Pourquoi ? En fait, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe a été résumé par le World Economic Forum en 2020, qui parle de chaîne d'approvisionnement dangereusement opaque. En fait, ce qui se passe est assez, d'une certaine façon, assez simple à comprendre. Le schéma ici fait partie du même rapport d'Europol dont je parlais tout à l'heure. On a des chaînes d'approvisionnement qui sont devenues extrêmement complexes au fur et à mesure de la globalisation, avec, comme je disais, des niveaux de sous-traitance très élevés. Or, quand vous interrogez un industriel, n'importe qui connaît ses fournisseurs de rang 1, c'est-à-dire ses fournisseurs directs. Peu de gens ont une liste complète de leurs fournisseurs de rang 2, c'est-à-dire les fournisseurs de leurs fournisseurs. Personne n'a de connaissance de ses fournisseurs au-delà d'un rang 2. Une chaîne d'approvisionnement industriel mondial aujourd'hui, c'est n'importe où entre 10 et 100 rangs de fournisseurs. Encore une fois, c'est des phénomènes, c'est pas ce que je prétends, c'est très décrit dans les rapports d'Europol, dans tout un tas de rapports, enfin c'est vraiment une réalité connue. Cette complexité et cette opacité, en parallèle de ça, vous avez un certain nombre de groupes criminels qui s'organisent et qui se sont organisés depuis 10 ans. Je vois Nicolas qui approuve, enfin, je crois qu'on est assez d'accord là-dessus, qui sont organisés en parallèle des chaînes d'approvisionnement mondiales et qui échangent en permanence, soit des matières premières, soit des produits, soit des composants de produits. Pourquoi ? C'est assez simple. C'est ce qu'expliquait Europol dans le rapport juste avant. C'est une source de financement absolument colossale. Et c'est un financement pas dangereux. Vous faites du trafic d'héroïne, vous risquez votre tête. Vous faites du trafic de parfums contrefaits, vous risquez 4 ans de tôle. Pour des choses qui rapportent en fait plus, en fait, le trafic de parfums rapporte en fait quasiment plus que le trafic d'héroïne. Assez vite, vous déplacez l'activité criminelle là-dessus. Si on peut changer, si on se met quelques chiffres là-dessus, et si on essaie ensuite de comprendre pourquoi on connaît peu ces sujets. Quelques chiffres. Les importations de miel dans l'Union européenne, 50% de contrefaçon. Vous achetez du miel au supermarché du coin, 1 sur 2, c'est pas du miel. L'huile d'olive, pareil. La viande dans l'Union européenne, 30% de contrefaçon. Le poisson aux États-Unis, 25% de contrefaçon. Ça, c'est pour la partie vraiment purement contrefaçon. Après, il y a des phénomènes plus embêtants derrière, ou plus questionnants. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 45 millions de personnes en situation d'esclavage moderne, auxquelles vous pouvez ajouter 150 millions d'enfants en situation de travail forcé. Pour se donner une petite perspective, et même si comparaison n'est pas raison, dans la totalité de la traite transatlantique au XVIIIe siècle, il y a 13 millions de personnes qui ont traversé l'Atlantique.
il y a 200 millions d'enfants plus adultes en situation d'esclavage aujourd'hui. Il y en a eu 13 millions dans la totalité du XVIIIe siècle. L'esclavage est un sujet du XXIe siècle et il est à l'origine de nos chaînes d'approvisionnement. Où sont ces gens? Dans les champs de cacao, dans les champs de café, dans les champs de coton, dans les mines de cobalt, etc., etc., etc. Pourquoi on voit peu ces choses-là? Parce que par-dessus ça, il y a des discours qui se sont développés. Donc, globalement, les rapports de responsabilité sociale et environnementale des entreprises qui sont développés et qui, globalement, tiennent un discours très lénifiant. On a fait signer des chartes à nos fournisseurs de rang 1, et donc tout va bien. Et oui, mais sauf que ce n'est pas au niveau du rang 1 que ça ne va pas, c'est au-delà. Et justement, au-delà, il n'y a pas de charte. Et d'ailleurs, un rapport, c'est assez intéressant, je ne suis pas en train du tout de développer un discours complotiste, loin s'en faut. En fait, c'est un discours juste d'une évidence, simplement qu'on ose moyennement dire. Mais il y a eu un rapport il y a 2-3 mois de PwC qui a mené une étude mondiale auprès de l'ensemble des investisseurs sur leur confiance dans les rapports RSE. Rapport de PwC, 94% des investisseurs mondiaux pensent que les rapports RSE des entreprises ne sont pas étayés. Et ceci amène à ce qui est en train de se passer actuellement et qui est assez intéressant. Il y a en fait littéralement un tsunami réglementaire qui est en train de se mettre en place en Europe, aux États-Unis, en Australie, au Japon, qui vient quelque part mettre un peu le holà à cette situation et essayer d'établir des règles. Quelques exemples, il y a une loi aux États-Unis contre le travail forcé des Ouïghours, il y a une loi en Europe contre la déforestation importée que tu as citée, il y a une loi qui a été votée il y a une semaine par le Parlement européen sur le travail forcé importé, etc. Il y en a tout un tas, celle sur les métaux critiques, enfin bref. Tout ce tsunami réglementaire, il est articulé autour de deux points de vue essentiels. Le premier, c'est de poser le principe d'un devoir de vigilance étendu des entreprises. Il ne suffit pas de ne pas savoir pour ne pas être responsable. C'est typiquement la lignée de ce qui s'est passé dans le Rana Plaza. Voilà. C'est OK, c'est votre fournisseur de rang X qui fait travailler des gens dans des situations pas possibles. Enfin, quand vous vous appelez H&M ou Zara, vous devez savoir. Deuxième principe essentiel qui est posé par les régulateurs aujourd'hui, c'est ça qui est important en fait dans notre modèle démocratique, c'est le principe d'une inversion de la charge de la preuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un ensemble de sujets clés, donc typiquement travail forcé, questions environnementales, par défaut, la non-conformité est supposée sur les importations. C'est à la charge de l'industriel d'apporter la preuve de sa conformité. Et ça change complètement la donne. C'est vraiment un point de vue juridique qui est exactement l'opposé du point de vue qui prévaut dans les sociétés démocratiques, où au contraire, la charge de la preuve est toujours du côté des autorités ou du côté de l'accusateur, en quelque sorte. Cette inversion, on la voit très très bien dans deux réglementations. La réglementation aux États-Unis contre le travail forcé des Ouïghours, donc là c'est assez simple, vous importez des produits venus de Chine ou comportant des matières premières venues de Chine, notamment du Xinjiang. A priori, vous avez financé du travail forcé dans les camps d'internement ouïghours ou de la torture, etc. Enfin bref, tout ce qui se passe là-bas. Si vous n'êtes pas capable d'apporter la preuve que vos produits, en fait, n'ont pas contribué à ces crimes humains, les produits sont détruits en douane et l'amende, c'est 4% du chiffre d'affaires mondial. C'est simple. Ça a déjà été appliqué, en tout cas en termes de destruction en douane des produits sur les amendes, les discussions sont en cours. Il y a à peu près le même régime qui est dans le principe de l'EUDR, donc la réglementation européenne sur la déforestation importée. Pareil,
sur le café, coton, cacao, huile de palme, soja, produits issus de l'élevage, donc les cuirs, et évidemment produits issus du bois, donc les papiers, etc. Pour tous les produits importés ou exportés de l'Union, pareil, vous devez démontrer l'origine à la parcelle de tous les composants. Donc vous importez un conteneur de cacao, il faut être capable de donner la liste des 253 parcelles qui ont amené du cacao dans ce conteneur, de démontrer qu'elles n'ont pas donné lieu à la déforestation depuis le 30 décembre 2020. Bon courage. Et concrètement, aujourd'hui, ça, personne ne sait faire, ou à peu près. Et pareil, produits potentiellement détruits et amendes entre 3 et 5% du chiffre d'affaires mondial. Là aussi, ça commence à être assez, excuserez l'anglicisme, incentivant pour bouger. En Europe, il y a une espèce de réglementation un peu chapeau de tout ça, qui est la CSRD, réglementation sur le reporting environnemental, qui, sans mettre de règles précises, vient dire, et ça étaye vraiment la situation que je décris, vient dire, dorénavant, le reporting environnemental des entreprises doit être étayé. S'il est utilisé à des fins marketing, il doit être démontré. Ça paraît un peu fou comme ça de se dire qu'on doit démontrer les choses qu'on affirme, mais... si on peut changer, oui. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? En fait, les chaînes d'approvisionnement aujourd'hui sont un peu confrontées à la nécessité d'acquérir de la donnée sur l'ensemble de leur fonctionnement. Il y a un certain nombre d'enjeux réglementaires, économiques, etc., qui arrivent, qui posent le principe d'exigence de traçabilité et d'exigence de démontrer les allégations. La question, c'est pour le faire, il faut de la donnée, il faut une donnée qui soit... qu'on puisse utiliser, une donnée sur laquelle on puisse se reposer, qui ne puisse pas être modifiée en permanence. Et c'est là que vient s'insérer la question l'intérêt des technologies blockchain autour de ce qui a été évoqué tout à l'heure, notamment de leur capacité à rendre les données immuables, à garantir, sous un certain nombre de conditions techniques, mais à garantir globalement que des données enregistrées dans une blockchain ne seront pas modifiées. Alors pour illustrer comment ça marche, je vais me permettre d'illustrer comment notre plateforme fonctionne. Je prends le cas que je connais le mieux, mais qui, je pense, finalement, a valeur un peu d'exemple. Donc si on regarde opérationnellement comment ça peut se construire un système de traçabilité, il y a en fait trois étages distincts. Le premier, c'est on veut collecter de la donnée. C'est là que rentre en jeu la technologie blockchain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans notre cas, on déploie un réseau qui va relier tout un tas d'industriels, aujourd'hui un peu plus d'une centaine de nœuds opérés par différents industriels, qui vont servir à venir déclarer de la donnée. Ça peut être déclaré manuellement, ça peut être déclaré via des systèmes, via des IoT, ça n'a aucune importance. L'enjeu est de créer un régime de responsabilité sur la donnée qui vient répondre à la nouvelle question des autorités, qui est une inversion de la charge de la preuve. Donc quand j'ai des allégations, il faut bien que je puisse démontrer d'où viennent ces allégations. Et donc il faut quand même que je sois capable de montrer aux autorités que ces allégations, je ne les ai pas fabriquées la veille. Donc on va les ancrer dans un réseau blockchain qui va permettre de dire, voilà, j'ai des allégations, voilà l'historique d'où proviennent toutes ces allégations. Après, compte tenu de la situation des chaînes d'approvisionnement, et puis compte tenu juste du fait que les erreurs sont humaines, quand vous captez des déclarations comme ça tout le long du chaîne de fournisseurs, il y a des choses qui sont correctes, puis il y a des choses qui ne sont pas correctes, volontairement ou pas. Ça, c'est juste la vie. Donc il y a un deuxième étage qui est nécessaire, qui est de venir analyser ces données pour être capable de détecter les zones d'anomalies, les zones de risque, etc. Je prends un exemple complètement stupide, mais qui peut arriver dans la vraie vie. Vous avez un chargeur, donc un expéditeur qui envoie 50 cartons. À l'arrivée, il y en a 65. Soit quelqu'un ne sait pas compter, soit il y a 15 cartons qu'il faut aller regarder maintenant. Tout l'enjeu de la lutte contre les fraudes, de la lutte contre les contrefaçons, etc., c'est un enjeu de temps, c'est un enjeu d'action immédiate, de détecter en temps quasi réel ce qui se passe pour aller investiguer. Et puis après ça, il y a un troisième étage dans ce genre de plateforme, c'est une fois que la donnée elle est finalement acquise et sécurisée d'un point de vue origine, qu'elle est nettoyée d'un point de vue risque, je vais pouvoir aller la produire à l'extérieur
soit sous forme de ce que met en place aujourd'hui l'Europe, passeports digitaux de produits, soit sous forme de rapports réglementaires, etc. Si on peut passer aux autres. Ouais, juste pour dire, puis après ça, je vais accélérer, j'approche de la fin. Finalement, il y a pas mal d'entreprises qui commencent à se mettre sur ce genre de sujet dans des secteurs assez différents, mais qui au moins prennent conscience des enjeux. Je vous prends quelques exemples. Notre premier client historique, c'était Danone, sur la sécurisation des approvisionnements de lait pour enfants sur le marché chinois. Marché sur lequel il y a eu de nombreux cas de contrefaçon, très concrètes, des laits pour enfants mélangés avec de la poudre de plastique, et de la mélamine, parce que la détection chimique se fait mal entre les deux. J'aime autant vous dire que des nourrissons de 3 mois, quand ils bouffent de la poudre de plastique, ils finissent pas bien. Et donc en 2016, Danone a décidé de mettre en place la traçabilité intégrale de sa chaîne de distribution en Chine. En fait, on capte tous les flux sur l'ensemble du réseau de distribution de Danone sur le marché pour aller détecter les anomalies. Deuxième exemple, je vous parlais du cacao tout à l'heure. Travaille avec Valrhona, fournisseur de cacao pour Pierre Hermé, pour la plupart des restaurants étoilés Michelin. Donc là, on est en plein dans cette réglementation sur la déforestation que j'évoquais, plus un deuxième sujet qui est très très courant dans le cacao, qui est le problème du travail d'enfants. C'est un cas assez intéressant pour ce qu'il illustre de la dynamique des chaînes d'approvisionnement. Et je passerai à la conclusion après, quand un gros acteur industriel demande à ses fournisseurs de venir partager de la donnée, personne ne veut. Tout le monde comprend très très bien que la donnée a de la valeur. Et que donc, quand vous êtes un gros acteur, que vous êtes un petit fournisseur et que vous partagez la donnée à votre gros client industriel, ce qui va se passer, c'est que progressivement, il va améliorer ses conditions d'achat. Et donc, il y a une question d'incentive qui est extrêmement forte. Valrhona est assez intéressant. La question, c'est comment vous faites pour convaincre des producteurs de cacao au fin fond de la forêt au Pérou de venir partager de la donnée à chaque fois qu'ils amènent 3 sacs. C'est pas gagné d'avance. Ce que Valrhona a fait, c'est qu'il se trouve qu'il paye des premiums aux agriculteurs en fonction de la qualité du cacao. Les premiums représentent 25% du revenu annuel d'un agriculteur. Significatif. Il fallait à peu près, entre la récolte et le paiement des premiums, il fallait à peu près 6 mois jusqu'à présent, du fait de le temps de récolte et d'arrivée des conteneurs, vérification, établir la liste des producteurs qui ont fourni leur cacao. Les paiements sont faits à la coopérative via un transfert, mais ensuite la coopérative paye en cash. Elle ne le fait pas toujours tout de suite. Bref, 6 mois. On a mis avec eux en place une traçabilité intégrale du flux physique, plus du flux retour de paiement. On a réduit le délai de paiement à 2 mois. Et quand Pablo amène ses sacs, il sait exactement pourquoi il enregistre de la donnée pour dire qu'il amène 3 sacs, ça vient de telle parcelle, etc. Parce que cette différence, c'est ce qui lui permet d'acheter des cahiers pour envoyer ses gamins à l'école. Il y a un incentive extrêmement fort. C'est un facteur extrêmement important et qui vient de manière positive traiter les questions que j'évoquais des règlements environnementaux et sociétaux dans les chaînes d'approvisionnement. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la technologie vue d'ici qui vient mettre sous contrôle, c'est aussi la technologie comme moyen de venir créer finalement une boucle de rétraction positive pour les populations qui sont concernées. Et pour finir, je vais vous partager une réflexion toute bête, mais d'un monsieur, Peter Drucker, qui est un des grands penseurs de la stratégie d'entreprise, et qui a dit une chose toute bête, c'est que vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne mesurez pas. Et donc l'opacité systémique des chaînes d'approvisionnement, elle entraîne effectivement des dérèglements systémiques. Mais c'est bien évident. C'est-à-dire que si vous ne mesurez pas, il se passe n'importe quoi. C'est un principe d'entropie de base, quoi. Il y a heureusement ce tsunami réglementaire qui est en train d'arriver. Et ça, je pense qu'on peut que s'en réjouir. Avec des petits glitches. Je fais une petite parenthèse, mais je crois que tu évoquais, Nathalie, la directive sur la
la due diligence des entreprises qui a effectivement été votée récemment, mais qui a été votée avec de très 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 grosses restrictions réclamées notamment par le gouvernement français, parce que forcer les entreprises à avoir un devoir de vigilance, ça a des coûts et que donc, tout le monde ne veut pas forcément. Mais je finirai avec une question. On mesure les consommateurs, on nous mesure tous les jours, en permanence. On peut se dire que finalement, ce serait peut-être pas aberrant de mesurer aussi les produits qu'on consomme. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. Je ne sais pas si le temps tourne. Je ne sais pas si on a une question ou deux, ou bien vous avez les coordonnées de Tikal. Pas de questions. Je trouvais ça passionnant. Voilà, toute la matinée. Hein, vraiment. Une question là. On a 5 minutes pour des questions. Je vois l'heure qui tourne. Non, c'est pas confidentiel. Je sais sincèrement pas répondre à la question. Après, on est 26 personnes, hein, donc on est une petite boîte. Après, il y a eu des acteurs importants, mais qui globalement ont plutôt eu leur mise en place qui ont reculé ou qui ont un peu échoué, notamment pour les questions d'incentive que j'évoquais. C'est-à-dire qu'il y a quand même un tropisme assez fort des plus gros acteurs à mettre en place ce genre de système en disant, c'est le cas de Walmart par exemple. Walmart, quand ils ont voulu mettre en place un système de traçabilité suite à des problèmes de rappel absolument catastrophiques qu'ils n'ont pas su faire, ils ont expliqué à tous leurs fournisseurs de produits agricoles, si vous ne rentrez pas dans notre plateforme de traçabilité, on ne travaille plus avec vous. Donc c'est littéralement, je te mets un revolver sur la tempe et voilà. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour une raison simple, c'est que en fait, c'est très très simple d'y échapper. Tout le monde sait dire que l'informatique ne fonctionne pas. Et donc c'est un échappatoire éternel. C'est je t'aurais bien fourni de l'info, mais l'informatique, hein, c'est comme ça. Et donc il faut réussir à contourner ça. Et donc c'est pour ça que la question de l'incentive, elle est assez importante. Mais elle n'est pas forcément facile à entamer. Et donc avec tout ça, je n'ai pas du tout répondu à votre question, mais je ne sais vraiment pas répondre. Merci beaucoup. Je vous propose de conclure la matinée, encore une fois, que j'ai trouvé passionnante, parce que, vu de l'extérieur, reste toujours de l'extérieur, la blockchain apparaît toujours comme une technologie distante à laquelle on ne comprend pas grand-chose et qui nous semble tellement loin dans la vie de tous les jours, et vous l'avez rendue concrète. Vous l'avez amenée aussi sur des terrains auxquels on ne l'attendait pas forcément. Alors on l'attend toujours. La question juridique est toujours là, évidemment. Il y a eu aussi des questions technologiques, mais plus quand même dans des domaines plutôt de... J'ai bien aimé la question de... c'est plus un véhicule qu'on construit, mais on fait de la mobilité. Donc j'ai trouvé ça très, très intéressant. Enfin, je ne veux pas faire tous les détails. Et puis cette dernière partie qui faisait écho à ce qu'on avait tout à l'heure aussi, colonel... Pourquoi est-ce qu'on fait de la blockchain, quoi? Quel est l'intérêt de faire de la blockchain et le fait de partir en effet de cas concrets et de passer de fraude ensuite à de l'économie, de l'intérêt pour faire vivre tout simplement notre société, comment la blockchain pouvait participer. C'est un projet de société, mais au moins une économie, on va dire, responsable devenait vraiment claire. Voilà. Et merci beaucoup à nos intervenants. Quelques mots de la fin. Nathalie, un petit mot de la fin, et ensuite je passerai la parole à Éric Fraissinet, le général Éric Fraissinet, qui est le président du conseil scientifique de la chaire. Merci. Je tiens tout simplement à rappeler le but d'une chaire, c'est de partager la connaissance. On a eu la chance d'avoir des apports interdisciplinaires très actuels. Donc je tiens à remercier naturellement Jean Peters pour nous avoir accueillis dans le cadre de la chaire. Merci aux orateurs de nous avoir rejoints et merci surtout à vous, chers amis auditeurs, d'avoir finalement sacrifié
une demi-journée pour parler d'un sujet hyper pointu tel des petits tableaux. Vous allez repartir avec dans vos méninges quelques petites briques d'éléments supplémentaires sur la blockchain. N'hésitez pas à revenir vers nous. Nous restons bien sûr à votre service. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nathalie. Et si les intervenants sont d'accord, on pourra mettre à disposition vos PowerPoint sur le site de la chaire en version téléchargeable. Mon général, cher Eric, à toi la parole. Merci Jean. Alors, juste, Jean m'a contacté jeudi pour me dire est-ce que tu peux intervenir au moment de ce colloque. Et du coup, j'ai pensé que ce serait mieux d'intervenir en conclusion un petit peu pour faire la synthèse et quelques idées. Donc, vous avez abordé ce sujet vous avez rempli le défi en une matinée de couvrir un grand nombre de sujets en rapport avec la blockchain et ses enjeux de souveraineté, de sécurité au sens large. Et donc, on a abordé 3 grands champs: les blockchains, ces objets, les identités, c'est un objet marquant c'est un champ marquant dans les discussions aujourd'hui, et puis les enjeux de la souveraineté et de la défense, et puis jusqu'à la traçabilité en conclusion. Sur les blockchains, je noterai, et je pense que c'est le point important qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas que sur les technos qui tournent autour des cryptoactifs, on est sur tout un tas de technos différentes. Et on l'a vu avec IOTA tout à l'heure, utilisé par Renault, qui est un graphe dirigé acyclique, qui n'est donc pas une blockchain, qui est autre chose encore. Et donc c'est un univers passionnant, intéressant, et qui a peut-être des limites. Et justement sur les identités, qui est le deuxième bloc que j'ai identifié dans les débats, je pense que vous avez raison de le mettre en avant, parce que c'est une application concrète et qui touche à l'humain. Et il y a 2 modèles en fait qui s'affrontent, et on le voit dans le règlement IDAS, vous l'avez souligné tout à l'heure. Soi-disant une opposition entre centralisé et décentralisé. Et en fait, il y a 2 façons de décentraliser. Soit on décentralise avec des technologies type chaîne de blocs, soit on décentralise en mettant entre les mains de l'utilisateur l'objet qui lui permet de prouver son identité, donc la carte d'identité au format électronique, et puis après sa transposition sur les smartphones. Et là, il y a un vrai défi, à mon sens, pour ceux qui promeuvent les technologies blockchain, c'est quel est l'objet qui sera le mieux maîtrisé par l'usager. J'avoue que tout à l'heure, sur l'exemple du véhicule, je ne suis pas hyper convaincu que la blockchain amène plus de transparence pour l'utilisateur. Il monte dans sa voiture, il clique sur son smartphone, mais il ne sait pas trop ce qui se passe, que lui apporte la blockchain en termes de maîtrise de son identité dans ce contexte-là. Ça part dans un cloud quelconque, celui de Google, mais ça pourrait être autre chose. Alors que si c'est lié à un objet, si c'est lié à quelque chose de sécurisé sur son smartphone, comme il le fait tous les jours pour les paiements avec sa banque, pour valider des virements par exemple, qui n'utilisent pas de blockchain derrière. Voilà, il y a un vrai challenge là pour les technologies blockchain à aborder. Du coup, il y a eu 3 approches qui ont été abordées au cours de la matinée. Innover, on a beaucoup parlé d'innovation depuis 2009 et le Bitcoin. Il y a eu plein de technologies qui ont été développées autour de ça. Et donc, vous avez eu quelques illustrations aujourd'hui. Réglementer. Vous avez bien compris que la réaction des États, mais aussi la réaction des acteurs techniques, c'est de réglementer, de nomenclaturer ces technologies-là pour mieux les maîtriser, pour mieux les tracer d'ailleurs, et puis sécuriser. Et donc le collègue du Vinage tout à l'heure a illustré un certain nombre d'enjeux auxquels on peut être confronté, notamment l'appropriation dès le début par la criminalité de ces technologies-là. Et d'ailleurs, c'est une constante. Rappelez-vous-en, dès qu'il y a une innovation, les délinquants vont les contourner. Et donc, le Bitcoin en 2009, il n'a pas manqué d'être immédiatement utilisé par les criminels et les cybercriminels, et puis aujourd'hui par les criminels au sens large, avec
les différents trafics. Et en réalité, en termes de prospective, pour nous, les inquiétudes, elles se multiplient, puisque aujourd'hui, ils ont des monnaies à disposition grâce à ces technologies. Si demain, ils ont des identités, vous faisiez de la prospective sur le vote tout à l'heure, est-ce qu'on n'a pas un risque de voir se créer des véritables États cybercriminels grâce à tous ces outils-là? Donc, d'où l'importance de les sécuriser. Et donc, Jean, je propose plusieurs sujets pour la chaire, justement pour mieux mesurer l'impact de ces technologies en termes de souveraineté, qui est le cœur de travail de la chaire. Donc évidemment, qui et comment est maîtrisé le code, le logiciel qui est derrière. Ça, c'est un vrai sujet d'intérêt et un observatoire sur blockchain et souveraineté pourrait aborder ces questions-là. Qui maîtrise les échanges. On a parlé des échanges de cryptoactifs tout à l'heure, mais il y a tout un tas d'interfaces d'échanges entre les différentes technologies qu'il faut pouvoir observer, mesurer. Qui maîtrise les plateformes matérielles ou les plateformes de déploiement, là où on va implémenter les solutions. Donc on a parlé du cloud tout à l'heure, mais aussi on a évoqué les plateformes matérielles. Et qui maîtrise aussi, là c'était un peu dans ce que disait Nicolas, les outils de veille et d'investigation, parce que pour surveiller tout ça, pour assurer de la sécurité, il va falloir connaître qui développe ces outils, quel regard il nous donne réellement sur la traçabilité des transactions, etc. Qu'est-ce qui nous masque, qu'est-ce qui rend possible ou pas. Et peut-être aussi mesurer, et là je retourne vers la cybersécurité, les écarts de risque et de maîtrise des risques, des solutions de type chaîne de blocs et technologies apparentées, et par rapport aux technologies classiques. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd en termes de risques et en termes de maîtrise des risques. Et voilà, donc ça fait pas mal de sujets que la chaire pourrait aborder. Je suis sûr que ça vous a suggéré pas mal de sujets de réflexion. Donc merci beaucoup à Nathalie Devilliers pour l'organisation de ce colloque aux côtés de la chaire ou au profit de la chaire. Je ne sais pas dans quel ordre ça s'est passé. En tout cas, ça bénéficie beaucoup à la réflexion de la chaire, je pense, pour la suite. Et j'espère que ça a bénéficié à votre réflexion personnelle. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous, et puis très bonne journée. Tu restes manger ? Ouais. À la coupole.